Et oui, aujourd'hui on parle dents, gencives et tout ce qui se cache dans votre bouche que même votre meilleure brosse à dents n'a pas vu venir. Et il y a de quoi faire côté prévention, car nous ne sommes pas exemplaires en termes de brossage. En effet, moins d'un tiers d'entre nous se brosse les dents correctement, soit 2 fois par jour pendant au moins 2 minutes. C'est le résultat d'une étude Ipsos pour Aléon et l'Union française pour la santé bucco-dentaire, menée auprès de 2000 Français et 250 chirurgiens dentistes, que nous vous dévoilons en exclusivité. Et selon ce baromètre, cela ne s'arrête pas là, puisque près de 2 Français sur 3 ont déjà ressenti des symptômes de maladie des gencives, comme des saignements, une plus grande sensibilité, et la plupart ne savent pas que ça peut avoir un impact bien au-delà de leur bouche. Et pour en parler, et surtout pour nous donner les bons conseils pratiques, nous recevons le docteur Benoît Perrier, chirurgien dentiste et président de l'UFSBD, c'est-à-dire l'Union française pour la santé bucco-dentaire. Je suis Margot de Frouville, chef du service santé de BFM TV. À ses côtés, Alain Ducardonnet, médecin, consultant santé BFM TV. Vous écoutez le podcast santé, le podcast qui prend soin de vous. Benoît Perrier, bonjour. Bonjour. Alors, en fait, dans ce brossage de dents, pendant longtemps, et moi j'ai toujours entendu dire, c'est en fait 3 fois par jour et pendant 3 minutes pour les 3 repas, et puis au moins 3 minutes à chaque fois. Aujourd'hui, on est passé à 2 fois par jour et pendant 2 minutes. Alors, pourquoi des recommandations qui changent ? Alors, ça n'a pas tant changé que ça, parce qu'au niveau international, ça a toujours été 2 minutes et 2 fois par jour. Simplement, en France, il y a une période, effectivement, en santé publique, on demandait plus pour avoir le bon geste. Et maintenant, on va dire, on s'adapte. Plus c'est haut, plus c'est difficile à atteindre. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut être sur des réalités, et c'est pour ça qu'on est effectivement sur au moins 2 brossages par jour et au moins 2 minutes. C'est ça, surtout, qu'il faut caler au niveau de nos habitudes dans le quotidien. Qu'est-ce qu'un bon brossage de dents d'abord? Avec quelle brosse, quel dentifrice? Comment on fait? C'est pas que le brossage des dents. C'est le brossage des dents et des gencives, en fait, qu'on va vouloir. Il y a besoin d'une brosse à dents, il y a besoin d'un dentifrice, mais il y a aussi besoin d'accessoires interdentaires. Pour pouvoir bien nettoyer les dents, la brosse à dents seule ne va pas suffire. Le bon nettoyage, le bon entretien de ces dents et ces gencives, ça va commencer par nettoyer les espaces interdentaires. Ça peut être du fil, des brossettes interdentaires, du jet dentaire, selon ses besoins. Ça a discuté aussi avec son chirurgien dentiste. Tous les jours? Tous les jours, avant chaque brossage. Et ça va être aussi, ensuite, de nettoyer les gencives et les dents. On doit absolument nettoyer les gencives, souvent c'est oublié, pour déplacer les bactéries, qu'on ait une flore buccale, en fait, qui soit dans une forme inactive, qui ne soit pas, effectivement, après pathogène. Il peut nous donner des pathologies. On connaît souvent, c'est la carie ou les maladies parodontales qui attaquent l'os et la gencive, en fait, et qui sont souvent méconnues. Il faut mieux une brosse manuelle ou une brosse électrique ? Et souple, médium, dur? Voilà. Alors, il y a la qualité déjà, effectivement, des poils de la brosse à dents. Il faut des brosses à dents souples. On recherche des poils qui se déforment bien parce qu'ils vont mieux brosser, en fait, sans agresser les surfaces dentaires ou les gencives. Match brosse à dents électrique, brosse à dents manuelle, c'est déjà son habileté. Si on a effectivement un brossage qui est évalué par le chirurgien dentiste de qualité, on peut garder la brosse à dents manuelle. La brosse à dents électrique, elle va avoir un avantage, c'est qu'on va avoir quelque chose de plus standardisé. Quand on est en forme ou pas en forme, on va avoir la même qualité de brossage. Et sur des zones difficiles d'accès, ça va être plus simple parce que c'est la brosse à dents qui va faire le mouvement. On a juste à la positionner. Donc, ça peut être considéré même comme un outil thérapeutique sur des profils, effectivement, qui commencent à avoir des pathologies, notamment au niveau gingival, où ça va être assez intéressant, éventuellement, peut-être d'inclure la brosse à dents électrique dans la routine. Le dentifrice? Avec fluor, on dit souvent. Ça sert à quoi? Le dentifrice, il va avoir des agents déjà pour pouvoir décoller, en fait, la plaque bactérienne des aliments qui sont fixés. Et on va avoir un agent, effectivement, qui est le fluor, qui est indispensable. L'OMS l'a revalidé en 2021, que c'est un produit, effectivement, qu'on doit utiliser au quotidien, qui va venir, en fait, renforcer les surfaces dentaires, parce que le fluor a la spécificité de rendre les dents plus solides, notamment face aux attaques acides. Les dents sont en danger par rapport à l'acidité. Donc là, ça va venir renforcer, effectivement, cette protection, venir même réparer des micro-lésions. Et il y a une action aussi antiseptique qui va permettre, effectivement, de stabiliser la flore bactérienne. Donc ça, c'est pas uniquement les enfants, c'est aussi les adultes. Ça concerne tout le monde, effectivement, de 0 à 100 ans. Et on peut acheter les dentifrices de la grande distribution, du supermarché, valent ceux des parapharmacies? Oui, alors on va avoir effectivement 2 grandes classes de dentifrices. On va avoir des dentifrices qu'on peut retrouver dans tous les lieux de consommation, qui sont dentifrices autour de 1500 ppm maximum. C'est le dosage de fluor qu'on regarde sur les tubes de dentifrice.
qui sont donc des dentifrices au fluor, parce qu'il va falloir choisir. On va retrouver après dans les circuits de distribution des dentifrices de qualité. Et on va avoir une autre classe qui sont des dentifrices effectivement à plus haute teneur en fluor, qui sont des médicaments, qui ont une AMM, qu'on retrouvera uniquement en pharmacie, qui seront peut-être après recommandés sur des profils spécifiques. Et donc, une fois qu'on s'est brossé les dents, 2 minutes, on a bien compris. On prend le chronomètre, on fait 2 minutes. Vous le saviez? Est-ce qu'il faut se rincer? Est-ce qu'il faut se rincer la bouche? Est-ce qu'il faut, en fin de compte, évacuer tout ce qu'on vient de mettre? Puisque vous dites qu'il y a le fluor, il faut le laisser sur les dents, non? Oui, le fluor, notamment, c'est un peu comme la crème de beauté. Hein. Quand on applique effectivement le dentifrice, il y a un temps d'interaction chimique qui doit être long pour avoir cette action. Si on le rince, par exemple, on va évacuer tout de suite effectivement sur la surface dentaire le fluor. Donc, ce qu'il est conseillé de faire, c'est à la fin du brossage, on va recracher, on va rincer les lèvres, mais on va laisser un léger film en fait sur les dents et même dans la salive, parce qu'on a besoin d'un temps d'interaction effectivement qui soit prolongé au-delà du brossage. On a même des enzymes des enzymes salivaires plutôt, qui vont aussi activer le fluor. Donc, on a besoin d'un petit peu de temps de réaction. Donc, c'est pas juste pendant les 2 minutes qu'il faut avoir le dentifrice. Il faut conserver une ambiance en fait un petit peu fluorée au-delà. Je voudrais revenir sur l'étude qu'on présente en exclusivité. Comment expliquer que moins d'un Français sur 3 se brosse correctement les dents? On a l'impression pourtant qu'on sait tous qu'il faut se brosser les dents. Est-ce que c'est un manque de culture scientifique? Comment on l'explique? Est-ce que c'est la même chose dans les autres pays? Il y a un manque effectivement peut-être de connaissances et de motivation, parce que pourquoi se brosser? Tout le monde n'a pas forcément effectivement eu les connaissances. Et puis il y a une question aussi sur la durée, hein, parce qu'une partie, notamment des Français, ne rentre pas dans le bon scope, parce que effectivement le brossage est trop court. On a besoin effectivement d'un certain temps, c'est autour de 2 minutes pour avoir vraiment le retrait de la plaque bactérienne qui soit efficace sur l'ensemble de la bouche et le temps d'action aussi au minimal du dentifrice. Et si vous chronométrez pas, si vous n'avez pas de repère, en fait, vous pouvez faire le test chez vous. Généralement, le brossage va durer à peu près 50 secondes. Donc, en fait, il faut aussi avoir un repère. C'est aussi, pour parler de brosse à dents électrique, c'est un peu l'avantage parce qu'il y a un minuteur, généralement, qui nous guide. Donc, c'est pour ça qu'aussi, c'est assez favorable. Quand on utilise une brosse à dents manuelle, il faut avoir un repère, effectivement, pour pouvoir bien évaluer la durée de brossage. Parce que c'est là où les Français échouent. Et dans votre étude, en fait, est-ce qu'il y a des disparités en fonction de l'âge, du sexe, les enfants, les adultes, le nord, le sud, l'ouest? Est-ce que vous avez identifié quelque chose? En fin de compte, partout, c'est un petit peu hétérogène, mais c'est à peu près partout pareil. Alors, au niveau régional, il n'y a pas de disparité en France. On s'est intéressé chez les adultes. On avait un panel à partir de 18 ans. Il y a des spécificités, effectivement, qu'on va retrouver en fonction du risque, notamment au niveau de la santé générale, hein, parce que santé bucco-dentaire et santé générale, il y a des forts liens. On va avoir quand même 75% des profils qui ont des risques à avoir des problèmes bucco-dentaires, et donc des risques derrière après pour la santé. Et quand on a regardé, en fait, les patients qui pouvaient avoir des risques médicaux n'étaient pas forcément les plus informés, que pourtant, en fait, ça avait un impact, leur santé dentaire, sur effectivement leur prise en charge. Donc là, on voit que sur des profils à risque, on n'a pas une très bonne information. Pourtant, ils sont déjà dans un circuit d'accompagnement médical. Ça veut dire quoi, un impact sur la santé globale? Qu'est-ce que ça peut entraîner très concrètement? Eh bien, en fait, quand on a par exemple une maladie des gencives, on va avoir des risques augmentés d'accidents cardiovasculaires. On peut avoir des déséquilibres au niveau du diabète, si on a un diabète. Si on est une femme enceinte, on peut avoir plus de risques d'éclampsie, d'enfants de faible poids aussi en termes de développement. Toutes ces interactions, en fait, elles sont liées à des molécules inflammatoires qui vont libérer dans la circulation sanguine et qui vont effectivement provoquer une inflammation chronique dans tout l'organisme qui va avoir ces interactions. Donc, on a un très fort lien. La bouche est au cœur de notre santé. Est-ce qu'il peut y avoir des effets secondaires? Parce qu'on dit toujours, en fin de compte, il faut se brosser les dents. Donc oui, on brosse. Donc vous avez dit plutôt souple. Est-ce que par exemple, si on fait saigner un peu les gencives, c'est bon signe? Ça veut dire qu'on y est allé franchement? Alors, il y a 2 raisons que ça peut saigner. On a été trop violent, effectivement, ça peut saigner. Donc là, doucement quand même. On veut un brossage, en fait, qui soit doux. Hein. On ne veut pas du tout être agressif. Et vraiment un brossage en rouleau de la gencive vers la dent, pas un brossage horizontal. Parce que ça, c'est très agressif mécaniquement. Ça provoque une usure et des rétractations gingivales. Donc ça, attention sur ce geste qui peut altérer sa santé dentaire. On va avoir aussi, au niveau après du brossage, on ne veut pas avoir trop de brossage. Hein, c'est au moins 2, voire 3 dans la journée, hein, mais il ne faut pas aller dans l'excès sur ces éléments-là. C'est quoi la différence entre une carie et une maladie des gencives? Alors, la maladie carieuse, ça va toucher les tissus durs de la dent.
donc l'émail et en dessous ce qu'on appelle la dentine, un petit peu l'ivoire, l'émail. C'est une attaque qui est liée à des bactéries qui vont produire de l'acidité et qui petit à petit vont ramollir la dent en fait. En anglais, ça s'appelle tooth decay, ça veut dire pourriture de la dent. C'est exactement ça, effectivement. C'est des bactéries qui vont s'installer. Ça se fait en quelques semaines, quelques mois en termes d'évolution. Les maladies des gencives, maladies parodontales, là, ça va concerner le support des dents, donc l'os, la gencive. C'est pareil, des bactéries à l'origine qui vont créer une inflammation qui devient chronique. Et c'est une pathologie qui, petit à petit, va détruire l'os et la gencive, donc les soutiens de la dent. Et à terme, si on ne fait rien, la dent peut tomber toute seule parce qu'il n'y aura plus de tissu. Et ça, c'est quelque chose qui se fait dans le temps. Ça se fait sur des dizaines d'années, en fait. C'est une maladie très lente, la maladie au niveau des gingivales. Et les symptômes? Alors, les symptômes, c'est effectivement, notamment, je n'ai pas tout à fait répondu d'ailleurs à la question tout à l'heure sur le saignement des gencives. Ça peut être une gencive qui saigne juste avec un simple contact qui n'est pas violent. Et ça, si ça se répète à plusieurs jours d'intervalle, c'est un signal d'alarme. C'est pas normal, effectivement, si on se brosse non violemment les gencives, faut les brosser, d'avoir un saignement au quotidien. Donc, quand on passe à la brossette, qu'il y a un saignement, il y a quelque chose qui ne se passe pas bien si ça perdure. Donc là, il faut prendre contact avec son chirurgien dentiste. La même chose avec les brossettes interdentaires, si ça saigne tout le temps? Si ça saigne tout le temps, effectivement, c'est que ça ne va pas. Alors peut-être qu'elles ne sont pas suffisamment grosses pour bien nettoyer et on a des bactéries qui vont rester, qui maintiennent une inflammation chronique, où il peut y avoir un problème plus profond. Et dans ce cas-là, effectivement, il faut une prise en charge avec son chirurgien dentiste. À partir de quel âge on peut faire ce brossage interdentaire? Alors, le nettoyage interdentaire, c'est dès que deux dents se touchent, en fait. C'est d'ailleurs une très bonne habitude à apprendre pour les enfants. On est un peu en retard sur cet axe-là. Ça peut commencer par le fil dentaire, en fait. Dès qu'on a des points de contact, la brosse à dents ne va pas pouvoir passer. Donc, c'est de pouvoir mettre, effectivement, par exemple, le fil dentaire chez les jeunes enfants en place. Justement, vous parlez des enfants. Comment est-ce qu'on peut les motiver? Est-ce que vous avez des recettes? Parce que va te brosser les dents. Va te brosser les dents. Oui, j'ai fait, mais en fait, j'ai rien fait du tout. Tiens, la brosse est sèche. Enfin, on connaît tous ça par cœur. Comment est-ce qu'on peut motiver? Est-ce qu'il y a des histoires à raconter? Je pense que, bien évidemment, on ne va pas les culpabiliser. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour les attirer et que ça devienne, en fait, un réflexe? Parce que j'imagine que c'est plutôt chez l'enfant qui fera que plus tard... Oui, tout à fait. C'est de créer un réflexe. Il y a plusieurs stades, comme je vous disais, dès le début, en fait, dès qu'on a les premières dents, de pouvoir avoir déjà des gestes d'hygiène, ça va permettre d'habituer l'enfant à avoir un contact. Et c'est très favorable aussi au développement de l'oralité, l'accès à la bouche. Et puis sur des enfants, on va dire, l'autonomie, elle n'est pas si tôt que ça. Souvent, on pense que vers 3-4 ans, l'enfant va être autonome sur son brossage. Pas du tout. Il va être autonome vers 7-8 ans, quand il sait écrire, qu'il sait faire ses lacets, par exemple, c'est un bon repère en termes d'habileté manuelle pour avoir un brossage efficace. Donc avant, effectivement, les parents doivent être là pour mettre la main à la pâte et la main, en fait, sur la brosse à dents pour pouvoir faire les bons gestes. Et au fur et à mesure que l'enfant a grandi, effectivement, on va lui laisser un petit peu plus d'autonomie. Mais jusqu'à 7-8 ans, ça se fait avec les parents, effectivement, cet acte-là. Donc, l'enfant, il ne peut pas seul être motivé, mais plus tôt on l'introduit, en fait, plus tôt c'est dans une routine, c'est dans le quotidien et ça se passe mieux. Il y a des consultations qui sont prises en charge par l'assurance maladie de prévention dès le plus jeune âge, je crois, à partir de 3 ans. C'est pas forcément connu et c'est vrai qu'on a l'impression que cette mission-là, elle repose beaucoup sur les parents et parfois, faute de temps, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Alors cette visite, elle va être importante à 3 ans. L'objectif, c'est de pouvoir effectivement avoir un premier contact pour le jeune avec un chirurgien dentiste, c'est possible avant qu'il y ait des problèmes, qu'on soit plutôt dans une démarche de prévention. Donc ça s'accompagne dans ce qu'on appelle le programme MT-Dents avec l'assurance maladie. Et ça va permettre effectivement après d'initier, on va dire, un coaching santé, parce que l'objectif, c'est pas d'être là pour réparer des dégâts, mais plutôt d'anticiper et que les jeunes puissent avoir une bouche saine. Parce qu'il y a une chose qui est importante, il n'y a pas de fatalité par rapport aux maladies dentaires et gingivales, elles sont évitables. Ça, c'est quelque chose d'important à avoir à l'esprit. C'est aussi une bonne façon de faire un contact avec le chirurgien dentiste avant qu'il vous fasse mal, parce qu'il y a quand même la peur toujours du chirurgien dentiste. Donc le fait d'y aller alors qu'on n'ait pas un problème, ça dédramatise effectivement, parce qu'au niveau sociétal, il y a souvent une charge vis-à-vis de l'enfant qui va venir pour sa première visite. Il a eu plein d'échos qui sont assez négatifs et quand on va à 3 ans, généralement, ça va être plutôt pour faire connaissance. On va justement revoir avec l'enfant et les parents les bons gestes autour de l'alimentation, autour effectivement de l'hygiène de la bouche, et d'être plutôt dans un programme de surveillance, d'anticipation pour éviter des soins. Et si jamais il y avait éventuellement des soins, effectivement, il y a déjà connaissance, il y a une confiance qui s'est créée. Donc ça, c'est important. Est-ce que c'est un milieu pour les enfants d'avaler le dentifrice? Alors, ça a des goûts très... à la fraise. Oui, bonbons, bubblegum et autres. Alors, l'objectif, c'est déjà de mettre une quantité de dentifrice qui est adaptée à l'âge de l'enfant. Quand l'enfant ne s'est pas recraché, on va être vraiment sur une trace équivalente d'un grain de riz. Donc, très peu.
Voilà. Donc, on va vraiment être sur une légère imprégnation. Il va recracher éventuellement. Il faut éviter de faire rincer, en fait, parce que c'est là que l'enfant va avaler le dentifrice. Hein, ça, il y avait des études qui ont bien montré qu'effectivement, le rinçage était délétère parce qu'il y avait plus d'absorption, parce que l'enfant, en fait, finalement, ne crache pas, il va avaler l'eau. Voilà. Donc, faut faire attention que ce soit des goûts, effectivement, qui ne soient pas trop marqués, un peu confiserie, on va dire, très, très sucrés. Hein. Il y a différentes gammes. Mais il n'y a pas un grand risque si on l'utilise dans les quantités qu'on a données. Et quand l'enfant s'est déjà recraché, là, après, donc vers 2-3 ans, un petit poids de dentifrice, ça suffit. Et puis, on passera autour de l'âge de 6 ans, quand les dents définitives arrivent, à l'équivalent, en fait, d'une noisette, on va dire, ou d'un pois chiche, hein, voilà, en termes de quantité de dentifrice. Il y a un autre chiffre quand même qui nous a interpellés, c'est dans l'étude Ipsos pour Aléon et l'UFSBC, c'est que 85% des Français se sentent mal informés sur les maladies des gencives. Alors c'est un petit peu surprenant parce que c'est quand même quelque chose qui semble assez connu. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Quelle est pour vous, quelles sont les actions ? Est-ce qu'il faut faire des grandes campagnes ? Est-ce que c'est en fin de compte aux autres professionnels de santé d'en parler ? Est-ce que c'est uniquement aux chirurgiens dentistes ? Comment est-ce qu'on peut faire passer beaucoup mieux cette santé bucco-dentaire ? Alors c'est à tout le monde, pas que le chirurgien dentiste. Le chirurgien dentiste en parle, mais on ne voit pas effectivement tous les Français passer régulièrement au cabinet dentaire. Et on a besoin effectivement de manière globale que la santé dentaire soit plus présente dans les messages de santé publique. Souvent, elle est un petit peu mise de côté. Elle n'est pas au cœur de la santé. Pourtant, ça touche tout le monde. Tout le monde a une bouche. Tout le monde a des enjeux effectivement à tous les âges de sa vie autour de sa santé bucco-dentaire. Et donc, on a besoin effectivement d'avoir des campagnes de communication générale. Les grandes dernières campagnes de communication autour de la santé bucco-dentaire, de manière générale, je ne parle pas que pour MT Dents, pour toute la population, c'est dans les années 80. Depuis, ce n'est plus vraiment une priorité de santé. Nous, on essaye de l'apporter, mais on a besoin effectivement que tout le monde apporte. Les autres professionnels de santé ont leur part, notamment chez l'adulte et les maladies parodontales, des forts liens avec les affections de longue durée chroniques. Donc, ça fait partie d'un parcours santé. Quand on a une maladie cardiovasculaire, qu'on a du diabète, quand on a de l'arthrite, sur des déficits immunitaires aussi, à chaque fois, il y a une question, un enjeu bucco-dentaire. Et ces profils-là, d'ailleurs, qu'on regarde dans les données du système de santé, ce sont les profils les plus à risque d'avoir des conséquences, par exemple, s'il y a des maladies parodontales, c'est ceux qu'on voit le moins dans nos cabinets. Donc, il y a un intérêt, effectivement, à ce que tout le monde en parle. Les médecins, les pharmaciens, les infirmiers, même les kinés, on a tous, effectivement, à avoir des sujets autour de la santé bucco-dentaire, à être capable, effectivement, de l'apporter. Et donc pour ça, il y a effectivement de sensibiliser une campagne, de former aussi mieux les professionnels qui souvent, dans leur formation initiale, n'ont pas éventuellement tous les éléments autour de la santé dentaire et les interactions en santé, parce qu'il y a eu beaucoup d'évolutions en termes de recherche sur les dernières années, hein, donc il faut aussi porter ces évolutions. Donc c'est un petit peu tous ces éléments qu'il faut faire ensemble. Et vous diriez que c'est quoi la bonne fréquence quand on n'a pas de soucis ? Au moins une fois par an, le visite au cabinet dentaire, ça c'est important. On est très en retard par rapport aux autres pays européens sur ce point-là. Ça, c'est notamment un axe qu'on a enclenché. On a lancé une campagne cette année, on a tous une bonne raison de l'ouvrir, au moins une fois par an, qui se fait une campagne effectivement d'affichage de communication avec le ministère de la Santé, qui promeut effectivement la visite annuelle auprès du chirurgien dentiste. C'est vraiment un coaching santé. Actuellement, on y va trop quand on a un problème et pas assez en prévention ou en dépistage. Chez vous, il y a suffisamment de professionnels de santé pour répondre à la demande, parce que en dermatologie, on dit oui, il faudrait le faire tous les ans. Et voilà, est-ce que vous êtes assez nombreux ? Est-ce que vous répondez à la demande ? Et oui et non. On est une profession qui augmente chaque année, hein, on est en croissance. On a par contre des besoins curatifs qui sont de plus en plus lourds parce que justement on attend trop. Donc ça embolise le système de santé. C'est pour ça qu'on a besoin effectivement de miser aussi sur la prévention parce que sinon on a des traitements qui vont être lourds, qui vont être chers aussi pour la société. Et puis derrière, c'est des séquelles personnelles qu'on va garder hein, parce qu'on ne va jamais restaurer un intégrum, une dent ou la gencive. Donc, c'est des éléments à prendre en compte aussi, justement, pour la soutenabilité, l'accès au chirurgien dentiste. Si on est dans une dynamique préventive, on va être sur des temps médicaux qui sont assez réduits par rapport ou si on a des prises en charge de caries, si on doit remplacer des dents par des implants autres, ça va nécessiter des longs traitements, effectivement, derrière. Et rendez-vous annuel, on fait un détartrage à chaque fois, par exemple ? Ça sert à quoi ? Oui, et ça peut être nécessaire, quoi. Ça dépend un peu de la situation. Le tartre, notamment, c'est en fait des dépôts bactériens qui se minéralisent. Donc, s'il y en a qui sont présents, il faut effectivement les éliminer. C'est différent de la plaque dentaire ? C'est de la plaque dentaire qui a durci, en fait, avec les minéraux qu'on peut avoir dans la salive, avec aussi l'alimentation. Donc, c'est dans des zones, en fait, éventuellement, où on n'a pas passé le fil dentaire ou la brosse à dents. Dans ces zones-là, la plaque, au bout de quelques jours, va se minéraliser. Et en permanence, il y a des bactéries qui vont libérer des toxines. Et pour les gencives, ça va être un problème. Donc, s'il y a du tartre, effectivement, il faut faire le détartrage.
Alors souvent, on a la question, effectivement, en disant après, j'ai plein d'espace, par exemple, entre les dents, le détartrage abîme mes dents, autres. Non, c'est parce qu'il y avait une inflammation. Cette inflammation, en fait, était masquée par le tartre, mais la gencive était dégradée. C'est pour ça que ça saigne aussi parfois pendant les détartrages. Et ça va créer... oui, alors si on a du tartre, ça va saigner, effectivement, parce que la gencive est irritée. D'accord. Et il y avait un de vos confrères qui avait conseillé, quand je préparais une chronique, d'utiliser un révélateur de plaques dentaires, notamment pour les enfants. Ça peut être un bon moyen de faire un état des lieux. Est-ce que vous le recommandez? À quelle fréquence? Ou alors c'est gadget? Oui, alors c'est un bon outil pour se rendre compte effectivement de la qualité de son nettoyage. Pour expliquer un peu comment ça se passe, Voilà. On met des gouttes. Donc ça peut être des gouttes, ça peut être des comprimés à mâcher qui vont colorer effectivement les dépôts bactériens. L'idée, c'est de le mettre avant le brossage. On se brosse les dents normalement et puis on va regarder dans le miroir s'il y a des zones qui restent colorées. Ça veut dire qu'on n'est pas passé dessus. Et donc, ça va permettre de repérer effectivement peut-être des zones qu'on a oubliées dans son brossage. Donc, ce n'est pas à faire tous les jours, c'est éducatif. Alors, pas que chez les enfants, chez les adultes, c'est aussi intéressant à faire de temps en temps. On prend soin de la même façon des implants dentaires que les dents naturelles? Est-ce qu'il y a des différences? Parce que maintenant, on met de plus en plus d'implants, mais plus les appareils dentaires comme avant. Est-ce que ces implants ont besoin de conseils particuliers? Alors, les implants, effectivement, sont de plus en plus présents pour remplacer des dents qui ont été perdues quand c'est possible. C'est des tissus autour, effectivement, on est sur un corps étranger qui vont être plus fragiles. Donc là, il faut vraiment avoir une grande attention en termes d'hygiène, notamment interdentaire. Là, la brossette est généralement obligatoire sur ces espaces-là, parce que c'est toujours des espaces un peu plus élargis. S'il y a un saignement ou un gonflement sur cette zone-là, ça doit être vraiment un signe d'alarme. Il faut consulter son chirurgien dentiste, il ne faut pas attendre quand il y a un implant. Est-ce que le risque d'infection est plus important? Oui, puis c'est des tissus qui vont se détruire peut-être plus facilement, puisque c'est quand même un corps étranger qui est fait pour être implanté, mais sur lequel on va moins avoir de défense aussi. Donc tout peut se passer plus vite que par rapport à une dent. En termes d'orthodontie, aujourd'hui, on peut traiter très tôt. Comment ça marche? Quelle est la doctrine en fait? Alors, oui, ça serait bien de traiter très tôt. Parce que plus on traite tôt, plus on va pouvoir agir. C'est quoi très tôt? Oui, à partir de quel âge? Voilà. Plus on va pouvoir agir sur les bases, notamment osseuses, parce que souvent on a des problèmes de positionnement des dents, parce qu'il n'y a pas une assez grande croissance en fait de la base osseuse. Et si on veut agir, il faut encore que l'enfant puisse avoir une croissance. Donc actuellement, souvent, les enfants ont des traitements entre 10 et 12 ans. Ça commence de plus en plus aussi à 6 ans, parce que c'est là où on les voyait le plus. Mais maintenant, grâce à l'examen bucco-dentaire des 3 ans, c'est vrai qu'on est en train de remonter en âge. Donc, on peut agir même avant 6 ans sur certaines malformations pour pouvoir stimuler mieux cette croissance. Et c'est des traitements qui sont assez simples dans ce cas-là, mais qui ont un grand intérêt, effectivement, après, pour la suite du développement de l'enfant. C'est quoi? C'est des appareils au palais? Comment ça marche? Pas forcément. Alors, ça va dépendre un petit peu des problèmes qu'on peut avoir. On peut traiter notamment avec des petits exercices fonctionnels, avec aussi des petits éducateurs qui permettent de faire des exercices. Ça va être un petit peu variable. Il y a différentes pathologies derrière. Mais en tout cas, il ne faut pas attendre trop en âge, parce qu'effectivement, on ne va pas avoir le même potentiel, notamment si on a besoin de stimuler la croissance osseuse. Et justement, sur ce plan-là, qu'est-ce qu'il en est des tétines, des doudous, etc., qu'on donne bien volontiers, qui permettent d'avoir un calme absolu pour les parents? Mais est-ce que pour les dents, ce n'est pas un problème ultérieurement? Oui et non. En fait, la tétine, il faut avoir un repère, elle doit être arrêtée avant 3 ans. L'enfant a un besoin de succion, alors ça peut être le pouce, ça peut être une tétine. Le pouce a quand même des inconvénients sur le long terme, c'est que ce n'est pas toujours évident à arrêter. Il y a une dépendance psychologique, il y a des ressorts. Quand on a une tétine, ça peut être un peu plus facile en général, puisque effectivement, on peut avoir un objet qu'on ne remplace pas, et ça se prépare. Voilà, donc il ne faut pas que la tétine soit prolongée au-delà de 3 ans. Sinon, là, on aura des conséquences sur le développement. Quelle qu'elle soit, parce qu'on voit le marketing fait son rôle, on voit des tétines spéciales dents. Il faut des tétines, quand même, la forme de la tétine est importante pour avoir le moins de perturbations possible. C'est des tétines anatomiques qu'il faut. Donc pas droites, qui respectent un peu la non, peau. elles sont droites, justement. Il faut qu'elles soient très fines, en fait. C'est surtout qu'elles soient très fines, parce que plus c'est fin, moins il y aura de perturbations derrière. Donc ça, c'est un élément important. Voilà, donc après, ce n'est pas un match entre pouce et tétine, mais c'est surtout, il faut avoir des repères. Sur la tétine, à 3 ans, on arrête. Le pouce, ce n'est pas toujours facile d'avoir les mêmes repères. Une dernière question, l'ère des réseaux sociaux, avec un tas d'innovations ou de traitements qu'on vous propose à distance, etc. Quels sont vos points de vigilance en ce moment? Je pense aux produits de blanchiment, aux prothèses d'alignement, etc. Voilà. Alors, c'est des très bonnes questions, effectivement, parce que les réseaux sociaux, ça véhicule le meilleur et le pire.
Et en termes de santé, souvent, c'est plutôt un peu le pire parce que c'est des choses qui font un petit peu sensation. Tout ce qui va être éclaircissement dentaire, c'est vraiment un acte médical qui a des indications et des contre-indications. Donc, il faut faire attention. Par exemple, si vous avez une maladie parodontale, vous avez un déchaussement, c'est une contre-indication à un traitement d'éclaircissement. Sinon, ça peut atteindre la vitalité de vos dents. Donc, vigilance, ça doit se faire dans un encadrement. Vous avez déjà eu des complications à traiter? Il y a des complications, oui, avec des dents qu'on est obligé de dévitaliser, effectivement, puisqu'il y a une atteinte. Après, sur les traitements d'orthodontie, notamment vendus à distance, ça, normalement, en France, c'est pas possible. Ça doit être pris en charge par un professionnel. Il faut faire un bilan complet. Les dents, elles ne se déplacent pas comme ça, elles sont dans le corps. Il faut regarder dans quel état ça se met en place au niveau osseux, au niveau des muscles. Donc, il y a un bilan, effectivement, qui doit être fait. C'est un vrai acte médical. Juste une petite dernière question, Margot, si vous le permettez. On a beaucoup parlé des problèmes des centres. Des centres dentaires, Oui. et il y a eu quelques scandales, entre guillemets, puisqu'en fait, certains ont été fermés. Ou déconventionnés. Ou déconventionnés. Et puis, il y a tout ce courant d'aller à l'étranger pour faire un certain nombre de soins. Quelle est votre position là-dessus? Moi, je pense que pour sa santé, comme pour tout, on a un médecin traitant, on doit avoir un chirurgien dentiste traitant. C'est une relation de long terme tout au long de la vie. Donc déjà, d'aller à l'étranger, c'est un petit peu un non-sens parce qu'on a besoin d'avoir un suivi régulier, comme on l'expliquait. Donc, on doit s'attacher auprès d'un professionnel qu'on puisse se voir régulièrement en prévention ou quand il y a des complications aussi pour avoir un lien derrière. Parce que si vous avez un dentiste à l'étranger, quand vous avez une urgence, comment vous faites après en France? Vous êtes attaché auprès de personne. Et après, au niveau des centres de santé que vous évoquiez, il y a effectivement eu des évolutions où on peut avoir eu des tentatives un peu de financiarisation, on peut être très clair, du domaine de la santé, qui sont mis sous un angle associatif qui n'est pas vraiment associatif. Donc, quand il y a des dérives, l'assurance maladie ou les ARS, effectivement, agissent. Et ça fait du mal à toute la profession? Oui, ça fait du mal notamment à la santé dentaire aux patients, parce qu'il y a eu notamment ce que vous évoquiez, effectivement, des patients qui ont eu aussi des conséquences pour leur santé. Donc là-dessus, faut faire effectivement attention. On a une bonne couverture maintenant en santé en France, notamment avec le 100% santé. Donc l'enjeu n'est pas forcément le tarif, parce que le tarif va être identique partout, mais c'est la qualité qu'on va avoir avec son professionnel. Et c'est une question de confiance qui doit s'établir. Docteur Benoît-Perrier, merci beaucoup. On rappelle que vous êtes le président de l'Union française pour la santé bucco-dentaire. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou une note. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez soin de vous.